Tu vois, j'ai jamais aimé suivre les manuels, moi, donc du Toi, coup, tu aimes switcher, toi. Non, j'aime tester, construire, tester, voir Ouais. comment ça fonctionne. Et j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui m'a laissé le droit à l'erreur aussi. Tu vois, C'est donc important ce que tu dis là. de bien réfléchir à ce qu'on est capable de faire. Et en fait, ce qu'on est capable de faire, pour moi, c'est pas ce qu'on est capable de faire techniquement. Parce qu'en fait, ça, on l'apprend. Oui. On peut lire des livres, on peut aller se former sur Internet. C'est ce qu'on est capable de faire émotionnellement, le plus important. Ah oui. Et puis après, il y a un moment où tu te dis, il faut que je me lance. Enfin, je sais que je dois lancer. J'ai une idée. Cette idée, elle est d'aider les agriculteurs pour avoir une meilleure logistique en direct. Donc, je me lance dedans et je vois ce que ça donne. Et ça a amené 2 réflexions majeures. La première, c'est que on est quand même lié à des chaînes très longues. Oui. Et que ces chaînes très longues alimentaires se sont quand même cassées la gueule, même si ça s'est pas vu. Pourquoi on en est là? Et qu'est-ce qui fait qu'on doit changer maintenant? Et que finalement, celui qui fera changer les choses, c'est le consommateur par sa décision. Et donc tout ça, c'est hyper engageant en fait. C'est ça qui nous donne la niaque, en tout cas moi qui me donne la niaque d'avancer, parce que ça permet de voir que voilà, demain n'est pas un avenir morose. Antoine est là, il a garé son vélo. Exactement. En double fil, non? Non, comme il faut. Non, t'as le temps. Bien attaché, nickel. T'es bien. Tout s'est bien passé. On y va pour... Pardon, pour le clap. Très important, le clap. Merci à vous qui nous écoutez chaque semaine de plus en plus nombreux sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram et bien sûr YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne. Vous avez été très très nombreux à nous demander où vous procurez en tout cas mon superbe hoodies que vous pouvez voir à l'image. Bonne nouvelle, vous trouverez nos t-shirts, casquettes et hoodies chablaisiens ou chablaisiennes sur chablaisien.fr. Ceci étant dit, place à la conversation. Consommer local, circuit court, cette petite musique résonne dans nos têtes depuis quelque temps. Quelle pierre puis-je apporter à ces cercles vertueux? Comme toutes les startups, Promus veut changer le monde. Comment? En reconnectant producteurs, citoyens et territoires, en relocalisant la production alimentaire pour recréer du lien avec ceux qui nous nourrissent. C'est une belle promesse que nous avons là. Aujourd'hui, dans Chablaisien, le podcast, je reçois le fondateur de cette future pépite chablaisienne, Antoine Pulcini. Pulcini. Antoine, bonjour. Bonjour. Ça va, Antoine? Très bien. Alors, chablaisien? Je suis là depuis maintenant un peu plus de 10 ans, mais je suis savoyard à l'origine. Oh mon Dieu. Je suis désolé. Tu sors. Je vais prendre la fenêtre. Et du coup, je l'ai dit dans mon petit propos, tu veux changer le monde avec une nouvelle vision de la consommation locale. On va en parler, hein, on a le temps, on a tout notre temps. Donc, tu es savoyard. D'où tu viens précisément? D'un petit village qui s'appelle Bozelle. Bon, Bozelle, c'est connu. C'est connu, c'est en dessous de Courchevel, qui est plus connu. Mais voilà, donc j'ai grandi là-bas. Et ton cursus d'études, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Eh bien, je me suis orienté, évidemment collège, c'était à Bozelle aussi, hein, Oui. puisqu'on peut rester dans ce petit village de 2000 habitants très sympathique. Et après, je suis parti à Chambéry faire des études d'ingénieur, enfin pour faire des études d'ingénieur, pardon, donc bac S techno, voilà. Tout ça. Et puis après, je suis parti à Saint-Étienne, voilà, faire une école d'ingénieur en mécanique. Ah, en mécanique. Exactement, qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais du coup, je suis ingénieur mécanicien. D'accord, oui, ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir. Et à quel moment tu croises le Chablais dans ton parcours? Eh bien, parce qu'à la fin dans mon cursus d'ingénieur, il y a 3 stages à faire. Donc, on en fait un premier on va dire, dans des structures qui nous permettent d'apprendre le métier au niveau mécanique. Un deuxième potentiellement à l'étranger. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Angleterre. Donc j'ai fait 6 mois en Angleterre. Et puis après, le dernier, donc le troisième, qui est ce qu'on appelle le projet de fin d'études. J'ai en fait eu un stage à Évian, à l'usine d'Évian. Et donc je suis arrivé à l'usine d'Évian. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans le Chablais. Voilà. Et j'y suis resté. Chablaisien un jour. Exactement. Chablaisien toujours. Et donc ce diplôme, tu l'as eu, pas de souci. Hein. Oui. Non, je l'ai bien. Et à quel moment dans ta vie, c'est... Parce que je l'ai dit, alors j'ai fait quelques amalgames sans doute dans mon préambule, mais il y a une idée d'économie circulaire, il y a toutes ces idées-là dans ton projet. Et à quel moment tu te dis, et je l'ai dit aussi, je vais changer le monde?
Alors en fait, ça se construit petit à petit. Il y a avant tout une envie d'entreprendre qui est là depuis très longtemps. Enfin, mon père est entrepreneur. Il faisait quoi? Il a monté une quincaillerie à Bozelles, justement. Ah ouais. Et puis, il a eu plein d'autres projets. Et puis, de base, voilà, on est dans une famille qui bouge, qui fait des choses, qui s'investit au niveau associatif, etc. Donc, du coup, j'ai toujours eu cette bougeotte. On me le dit que je suis tout petit. Et puis donc, cette envie d'entreprendre, elle est là. Et j'ai eu la chance, en fait, dans mon parcours donc Evian-Danone, de pouvoir entreprendre, enfin intraprendre, comme on dit, être intrapreneur, c'est-à-dire pouvoir Parce entreprendre que dans la structure. voilà, je te coupe, mais donc tu fais ton stage de fin d'études là-bas Ouais. et il t'embauche derrière. Exactement. D'accord. Voilà, Ouais, ouais. non, mais ça c'est important de. Je reste dans la structure Danone et en fait, c'est le début effectivement, de cette aventure chablaisienne qui va après voilà, avoir un périmètre de travail plus large. Oui, non, mais ça. Mais en tout cas. Et donc, c'est au sein de Danone Evian que tu trouves des relais pour entreprendre. Exactement. Et enfin, moi, j'ai toujours vécu mes postes et mes fonctions avec une envie de pas suivre le manuel. Tu vois, j'ai jamais aimé suivre les manuels, moi. Donc, du coup, tu aimes switcher, toi. Non, j'aime tester, construire, tester, voir Ouais. comment ça fonctionne. Tu vois, je faisais des Legos sans lire le manuel, par exemple. J'adorais ça, en fait. J'aimais pas avoir c'est pas une histoire de moule, c'est une histoire de tester, de voir ce que ça fait, de voir comment ça se construit. Et de trouver ton propre chemin, finalement. Exactement. Et j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui m'a laissé le droit à l'erreur aussi. Tu vois, c'est important ce que tu dis là. Exactement. Et donc, j'ai pu aussi me construire dans ce qu'on peut appeler l'échec d'une manière ou d'une autre, mais qui est très négatif souvent en France, qui l'est beaucoup moins dans d'autres pays qui entreprennent beaucoup plus que nous, et qui, pour le coup, est très formateur. Voilà. C'est l'exemple de type, je tombe de vélo, je remonte et je repars, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose qui, moi, a pu me nourrir. Et quand j'ai pris chacun de mes postes ou de mes fonctions, j'ai à la fois eu la chance qu'on me laisse faire ce côté expérience de test, de création. Et moi, j'aimais ça aussi. Donc, à chaque fois, j'essayais de faire les choses différemment, d'apporter des choses, soit avec des personnes, soit avec des outils. Mais pas faire différent pour faire différent. Pour améliorer, oui. pour... Et puis l'envie de créer aussi. Puis trouver de nouvelles voies. Exactement. Parce qu'il n'y a pas un seul chemin finalement. Non, il y a plusieurs chemins. Je ne suis pas forcément animé par une envie de compétition, de réussite ou d'amélioration à tout prix. Moi, ce qui m'anime, c'est de créer et à travers ça, de changer quelque chose. D'accord. Et c'est ce qui a permis dans ces expériences-là de faire à la fois quand j'étais dans l'usine d'Evian des choses différentes sur des petits périmètres. Tu faisais quoi précisément chez eux? Alors moi j'ai commencé ordonnanceur de l'usine, donc c'est-à-dire que j'expliquais aux différentes lignes de production ce qu'elles devaient produire, quel type de bouteille, quel format, etc. Après, je suis passé aux achats. Donc, j'ai commencé une carrière d'acheteur en transport et logistique. Dans la négociation. Oui, c'est très formateur. Ouais. Et le métier d'acheteur n'est pas forcément celui qu'on croit de toujours casser les prix. C'est avant tout un job de création et un job qui permet de penser le modèle différemment. Et évidemment, il y a une question budgétaire derrière, mais c'est là que moi, je me suis le plus éclaté à travailler la stratégie surtout. Tu vois, à penser toujours long terme, à penser comment chaque action d'aujourd'hui avait un impact demain, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. C'est ce qui m'anime le plus aujourd'hui, en fait. Oui. Et dans cette création-là, tu peux amener des choses qui sont complètement folles, bêtes, etc. Mais si tu arrives toujours à avoir un peu cette vision de l'objectif, tu arrives à recadrer, à recréer. Et c'est ça qui est pour moi, le plus important dans tout ce qu'on fait. Et qui fait que voilà, ce qu'on a monté aujourd'hui, ce sera peut-être pas exactement demain, et pour autant c'est pas grave parce que c'est ce qui fait avancer les choses, quoi. Ça évolue, ça évolue sans cesse. Exact. De toute façon, le monde évolue sans cesse. Toujours, et de plus en plus vite. Et donc du coup, tu es à l'intérieur de cette structure, tu t'éclates finalement quand même un peu, puisque on te laisse ta chance, on te laisse de la latitude pour pouvoir innover, créer. Mais au fond de toi, il y a quand même un petit quelque chose quoi, qui te dit... Ouais, depuis le départ, je savais que j'avais envie de faire quelque chose de mes 10 doigts, quoi. Moi, on va le dire comme ça. Donc, je l'ai vécu comme une école, à la suite d'un parcours, d'un cursus. Fin de formation. Voilà. Exactement, qui a duré 12 ans, hein, ça faisait loin. Mais qui était quand même clé pour moi, parce que j'ai appris énormément de choses. C'est une vraie école...
de management. C'est une vraie école Le groupe Danone. Ouais. Ouais. Pour plein de choses. En tout cas, quand moi j'y étais, on avait des formations là-dessus. C'est une vraie école de supply chain, parce qu'on y reviendra pour Promus, mais c'est quand même un de mes axes forts. Tu dis en français ce que c'est la supply chain? C'est ce qu'on appelle la chaîne d'achat. C'est tout ce qui va aller du moment où on va rencontrer un client, lui proposer un produit et lui livrer. Voilà. C'est toutes les étapes qui vont jalonner tout ça. Et qui en fait est devenue ma spécialisation d'une manière ou d'une autre. Et oui, je me suis complètement éclaté parce que je l'ai jamais vécu comme un challenge de carrière en fait. Je l'ai toujours vécu comme quelque chose que j'apprenais. Et chaque jour, j'apprenais. Et tant que j'ai appris, j'ai continué d'avancer. Et un jour, il a fallu choisir. Donc là, il fallait partir. J'avais eu la chance de pouvoir créer, on va dire, ma première boîte à travers Danone. Ils t'ont aidé à quel niveau? En fait, c'était pas au sens que moi j'en étais actionnaire. Moi j'en étais l'initiateur, l'idée avec d'autres. Mais ça a été ma première aventure de création d'une structure complète avec une équipe, avec des process, avec un bilan comptable quelque part. Et oui, là, ça a été en fait d'amener un projet. Et puis ce projet, il était aussi viable pour Danone, pour l'économie circulaire. Et moi, ce qui m'animait en fait dans ce cadre de projet-là, c'était d'économiser des ressources et de commencer à réfléchir à l'environnemental. Ce projet dont tu parles, il existe toujours? Oui, il existe toujours. Il a un nom précis? Il s'appelle IDEO. C'est quelque chose qui a été créé avec une structure logistique externe. D'accord. Et il a pour objectif de mutualiser des moyens logistiques, c'est-à-dire de faire en sorte que un camion roule pas à vide, quoi. Un camion roule pas à vide. C'est exactement ça, parce que dans le monde de la logistique, c'est 25% de kilomètres à vide. Donc quand tu regardes un véhicule... 25% des kilomètres. Et qui émettent du CO2, etc. Évidemment. Et structurellement, ce qui était en avance un petit peu pour l'époque, parce que maintenant on parle beaucoup plus de fret ferroviaire, mais c'était aussi l'envie de remettre du fret ferroviaire pour Danone sur les rails, exactement, pour des usines qui ont été construites autour du train. Oui, c'est le cas. Et qui manquait en fait on va dire de technique, d'innovation là-dedans. Et en fait, c'était des petits sujets comme ça qui nous permettaient petit à petit de remettre en fait des produits sur les rails justement et de faire en sorte que le bilan carbone s'améliore et qu'on rentre un petit peu plus dans une économie de partage, même à l'échelle de groupes du CAC 40. Et l'enjeu pour nous, c'était d'imaginer des mutualisations entre concurrents, ce qui était juste impossible au départ, mais grâce à des nouvelles technologies, grâce à des nouvelles façons de penser, on a pu le faire. Et donc ça, c'était tu l'as amené vraiment une première expérience. Ouais, je l'ai amené au bout. Toi, quand tu es parti, c'était sur les rails. C'était sur les rails. Arrêtez avec le jeu de mots. Mais ça tournait, quoi. Ça tournait. Alors, évidemment, on l'a fait en équipe avec d'autres et ça s'est construit. Et je suis encore un petit peu de loin, mais je vois que ça continue d'avancer, donc ça c'est vachement intéressant. Et là-bas, ils t'ont laissé libre de tes moyens Du coup, c'était les premiers moments où on commence à poser des questions en amenant un business plan, en amenant aussi une vision, en amenant comment on veut le faire, apprendre à vendre son idée, qui était un petit peu différente parce que c'était... d'habitude, on vend à ses chefs, quoi. Là, il fallait vendre à d'autres, vendre à des gens qui avaient tu l'as d'abord vendu à tes chefs. Exactement. Et après, tu montes ailleurs. On t'a appris à pitcher, tu as appris tout ça, que finalement, quand on est ingénieur, on est plutôt... On est moins dans le pitch que dans la vis. Ouais. On sait dessiner une vis, mais on ne sait pas trop pitcher. C'est pas quelque chose qui est naturel. Voilà. Non, on est d'accord. Ah non, c'est sûr. Et puis c'est intéressant de voir dans les profils de création de structure. Si tu n'as que des ingénieurs, tu te rends assez vite compte que c'est compliqué d'avoir par exemple une structure commerciale. En fait, l'association est un point de départ de savoir trouver les bonnes personnes et de co-construire avec des gens qui ont des valeurs c'est important ce que tu dis là quand même. Pour ceux qui seraient intéressés par l'entrepreneuriat ou que sais-je, c'est important ce que tu dis. C'est un des points de fond. Chacun est fait pour quelque chose, mais... Exactement. Moi, je crois beaucoup que c'est la clé de la réussite au départ. Alors tout le monde, quand on avance, on contacte des fonds pour faire grossir la structure, etc., tout le monde nous dit que c'est l'équipe en premier. C'est un vrai sujet, en fait. Et moi, j'ai eu la chance de cofonder Promus, donc je ne l'ai pas fondé tout seul, je l'ai fondé avec Charles. Raymond. Charles Raymond. Ouais. Qui est aussi du quartier. Non, lui, il est de Castres. Un petit accent qui va bien pour... ça marche bien, c'est le sympa. soleil. Ouais, c'est sympa. Mais voilà, enfin, il y a une complémentarité complète. Et ça, c'est hyper important. Et lui, il est plus dans la démarche commerciale, alors si j'ai bien compris. Ouais, on s'est un peu séparé le long terme et le court terme, on va dire ça de cette manière. Toi, tu es dans le long terme, le temps long, la réflexion, etc. Ouais.
Et lui, il essaye de vendre l'idée, quoi. Exactement, c'est une sorte de garder un cap et de piloter le navire en même temps. Et c'est un binôme qui, aujourd'hui, je trouve, et fonctionne très bien, est essentiel pour ce qu'on fait, parce qu'on est dans un job de très courte échéance et qui, pour le coup, doit faire changer quelque chose à long terme. Et donc, c'est important qu'on garde ces deux aspects-là. Mais moi, c'est ma principale recommandation pour tous ceux qui veulent se lancer, c'est de bien réfléchir à ce qu'on est capable de faire. Et en fait, ce qu'on est capable de faire, pour moi, c'est pas ce qu'on est capable de faire techniquement. Parce qu'en fait, ça, on l'apprend. Oui. On peut lire des livres, on peut aller se former sur Internet. C'est ce qu'on est capable de faire émotionnellement, le plus important. Ah oui. Et on parle assez peu de ce qu'on appelle le quotient émotionnel. Ouais. Et moi, je trouve que c'est le point le plus important de mon point de vue. Et j'en parle beaucoup quand je fais des recrutements, des entretiens. De mettre les gens face à leurs émotions, qui sont en fait des structures qui sont là depuis l'enfance, qui ont été constituées par l'éducation, par ce qu'on a appris de nos parents, par la manière dont, justement, ils nous ont appris l'échec, si on est à l'aise dans l'échec, est-ce qu'on est à l'aise avec les autres. Et toutes ces idées-là de ce qui touche l'émotionnel, c'est quelque chose qui est très difficile à changer, de mon point de vue. C'est un peu, j'ai un collègue, un ami qui avait synthétisé ça dans les couches de l'oignon, tu vois. Plus tu grossis, l'oignon il grossit avec des couches, et chaque couche c'est des peurs qu'on t'ajoute, tu vois. La somme de toutes les peurs. Exactement. Et ça commence très tôt avec attention, tu vas tomber. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais pour moi, c'est un vrai sujet, ça. Et ça, ça tourne autour de l'humain quand même. Et ça tourne complètement autour de l'humain. Et en fait, moi, j'adore ça parce que j'adore comprendre comment en fait les gens travaillent ensemble, comment les gens interagissent ensemble. Et quand tu essayes de faire prendre conscience aussi aux gens de leur quotient émotionnel, de leur capacité d'apprendre, mais qu'en même temps, ils le feront toujours dans un certain mode et dans un certain prisme, c'est quand même important parce que finalement, ils se sentent bien mieux. Et moi, j'ai plein d'exemples comme ça où au départ, on pensait faire changer des gens en se disant si, ça va, ils vont s'adapter. Des gens qui n'aiment pas parler, tu les mets commercial, il y a un problème. Enfin, tu vois, c'est difficile. C'est un exemple très simple. Oui. Aller contre sa nature. Mais ça allait contre sa nature. Et je pense vraiment que c'est difficile de changer les émotions au fond, ce qui fait qu'on est à l'aise, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on a la boule au ventre, qu'on a de l'excitation. Ça, c'est vraiment des choses qui se sont construites avec nous, qui peuvent évoluer, c'est vrai, mais qui sont beaucoup plus difficiles à faire évoluer qu'un quotient, entre guillemets, intellectuel de capacité, d'apprentissage, tu vois. Oui. Et ça, c'est un point important pour nous dans la construction. Donc, ce que tu m'expliques, c'est que quand on veut se lancer à créer une entreprise, c'est l'humain avant tout, finalement. C'est l'humain avant tout. Oui. En fait, quand tu vas avoir de l'humain, tu vas être capable de casser des barrières, de gravir des montagnes, parce que tu vas avoir ce côté équilibre. Enfin bon, tout le monde a vu ces images de l'entrepreneur où tu as une ligne tracée, puis finalement le parcours il est complètement différent, mais concrètement c'est une réalité. Je veux dire, nous on a déjà changé je sais pas combien de fois de business model. Et moi donc. Tu vois, donc c'est comme ça. Et en fait c'est ça la clé, c'est d'être résilient et de garder cette énergie, mais on la garde vraiment parce qu'on a des gens avec nous qui sont aussi dans le même mood, qui savent s'adapter, qui savent... Exactement. Et ce qui est intéressant, je trouve, avec Charles par exemple pour nous, c'est que quand il y en a un qui est en bas, l'autre est en haut généralement. C'est assez intéressant de voir ça, en fait. Oui. Parce qu'on n'a pas les mêmes phases de temps, on n'a pas les mêmes phases de compréhension des émotions aussi. Et du coup, ça amène une certaine continuité qui est importante pour les équipes. Donc, quand on se lance, trouver les bonnes personnes avec, c'est important. Je ne pense pas qu'il faille tout de suite se dire on doit être 5, 6, monter une équipe, tout le monde être trouver un logo. C'est pas ça le plus important. Non, mais c'est vrai, c'est un sujet qui doit arriver et qui arrivera, mais qui par contre se construit avec des gens et avec un groupe de gens qui ont une ambition commune de faire changer quelque chose. Et après, il faut aller chercher les bonnes compétences. Et ça, aussi, quand même. Eh ben oui, ça c'est évident. C'est qu'après, une fois qu'on a construit une façon d'aller, une façon de viser le sommet, bah, il faut savoir qui sait marcher, qui sait construire un pont, qui sait construire un escalier, qui sait courir, etc. Et ça, là, on rentre toujours dans cette verticale émotionnelle, dans des compétences clés que les gens ont acquis au fur et à mesure de leur carrière, quoi. Mais là, c'est du management, quoi. Et là, c'est du management. Ouais. Je mets Vincent à la prise de vue parce qu'il ne sait pas parler, par exemple. Donc, il fait la prise de vue. Tu sais vraiment pas parler ? Ah, mince. Non, mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant sur ce volet-là parce que moi, j'ai aussi constaté que des fois, on prenait des profils parce qu'ils nous paraissaient... alors justement peut-être bien émotionnellement mais aussi un peu dans le moule mais qui correspondait pas du tout au job. Et ça en fait c'est pareil, il y a un moment il faut être très clair quand on recrute quelqu'un de sa mission, de ce qu'on va lui faire faire, de quelles vont être les étapes qui vont faire qu'il va apporter aussi à la structure. Et puis en France il y a une espèce de dictature du CV aussi, non ? Quand tu fais du recrutement, tu as ça toi en tant que chef d'entreprise ?
Ouais, un petit. Alors, il y a forcément cette partie-là, mais nous, en fait, maintenant, on est rentré dans des systèmes aussi où on essaye de vendre avant tout la structure, la boîte. On a énormément de candidatures spontanées, en fait, qui Ah oui, arrivent d'accord. parce qu'ils viennent pour le projet. Ouais. Et moi, en fait, par rapport à tous les défis qui nous attendent sur la planète, sur l'environnement, sur le social, sur le sociétal, ce qui me rassure aujourd'hui, c'est de voir l'engagement de ces jeunes-là Mhm. qui viennent en ayant écrit une lettre de motivation, qui ne parlent pas de leur cursus, de leur diplôme, de leur CV, de j'ai fait telle et telle école, qui arrivent en disant, voilà, moi, je veux Et qui participer à parle ce de ton projet. projet, Ouais, du projet. exactement. Moi, le projet me plaît, quoi. Le projet me plaît et c'est ma pierre à l'édifice, quoi. Parce que toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 39 ans. Oh mon Ouais. Dieu, tu les fais pas? Non? Ah bon, Non, bah, tant mieux, tu vois. je t'aurais donné quoi? 12? 12 et Allez, demi, alors. 15, Hein, ouais, tu 15 vois, au max. Je sais faire du vélo, j'ai plus de rouler. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Oui, donc tu es encore dans cette génération de trentenaires, mais enfin. Oui, on commence à recruter des stagiaires qui sont nés il n'y a pas si longtemps Voilà, que ça. c'est Tu vois. ça. Hein, donc ça fait drôle, ça. Donc tu as un peu de. Voilà, il y a quand même. Aujourd'hui, tu as quand même un peu d'expérience. Et donc, le projet, comment est-ce que tu switches Devian Danone au projet? Tu te lances comme ça, ou tu fais ça en double pédalage pendant un temps? Bah, en fait, l'idée, elle naît quand on commence à discuter avec Charles. Donc Charles, Et tu l'as connu comment, Charles? Charles chez Danone, en fait, on Ah oui? s'est aussi croisé chez Danone. D'accord. Il était en partie dans les mêmes équipes que moi. Vous êtes deux bébés Evian, quoi. Exactement, ouais, exactement. Et en fait, lui, il est fils d'agriculteur, donc il commençait à avoir aussi certaines problématiques là-dessus. Et moi, à l'époque, j'étais très animé par les questions de logistique aussi. Oui. Et en fait, on faisait juste le constat qu'il y avait une difficulté à apporter des produits locaux d'agriculteurs à cantine scolaire ou à Donc, restaurant. je sais Et pas, donc, on s'est carottes, dit, poireaux, exactement, tomates, enfin tomates. tout ce qu'on peut trouver sur place, Café. Ah non, pas café. plus dur, ça vient de plus loin. Mais en tout cas, ça, c'était justement un enjeu. Et on s'est dit, on Et se donc, lance de ta là-dedans, on voit. discussion avec Charles, voilà, vous vous dites, bah oui, ça commence comme ça, quoi, la machine à café, tiens, pour le coup. Exactement. Et puis petit à petit, on phosphore un peu. On se rend compte que bah, oui, le problème logistique est un problème prépondérant, qu'il y a vraiment un besoin avec, à côté législatif qui arrive pour encadrer plus de local, plus de durable dans les cantines scolaires. De l'autre côté, une volonté du consommateur de changer. La nôtre aussi, notre volonté à nous de changer. Et puis petit à Vous petit, tu te commencez lances dans le peut-être aussi projet. à avoir des enfants à cet âge-là, Ouais. peut-être, et du coup, la cantine scolaire, ça Oui, devient exactement. une préoccupation. En tout cas, c'est visible dans tes radars. Ouais, c'est Ouais. tout à fait ça. Et en fait, c'est le début. C'est ce qui aussi nous a fait peut-être accélérer le switch, quelque part. Et puis après, il y a un moment où tu te dis, il faut que je me lance. Enfin, je sais que je dois lancer. J'ai une idée. Cette idée, elle est d'aider les agriculteurs pour avoir une meilleure logistique en direct. Donc, je me lance dedans et je vois ce que ça donne. Aujourd'hui, c'est une vision différente qu'on a parce qu'on a évolué avec le temps, etc., évidemment. Mais à l'époque, c'était vraiment ce qui nous a animés, ce qui nous a permis d'enclencher le processus. Et puis de tenter l'aventure et de voir ce que ça faisait. Parce que c'était aussi pour moi, et je le vivais aussi comme ça, une nouvelle formation, une nouvelle école. Et je le vis aussi comme ça encore maintenant. Encore, parce que là, à 39 ans, tu es encore un Exactement. jeune homme. Donc, tu as encore une marge de progression, hein, j'imagine. Mais c'est intéressant parce qu'on apprend énormément de choses. Et du coup, voilà, du jour au lendemain, bon, tu as démissionné, tu t'es mis en réserve de la République. Non, on est sorti du groupe Ouais, direct. complètement. Et vous êtes lancé Et quoi. on s'est lancé, donc ça fait bizarre parce que tu passes d'un job où tu rayonnes sur l'Europe, Tu t'es t'as cadré, des il y a équipes, des voilà. horaires, il y a Oui, des équipes, il y a mais voilà, un salaire qui t'as tombe. un salaire qui tombe tous les mois, et puis d'un coup, tu dis, voilà, je En prends mon contrepartie- ordinateur Ouais, et je en contrepartie m'arrête. de ton travail, le salaire. Bien sûr, mais, bien sûr. mais Non, mais quoi. il tombe. Oui, non, mais Et c'est donc un là, job tu de te retrouves salarié. quoi, chez toi, dans ta chambre? Dans ta chambre avec ton ordinateur, et puis tu sais pas par quoi tu commences, et puis voilà. Après, tu commences à aller voir des gens, et puis tu commences à discuter un petit peu des problèmes, et puis tu commences à parler de ton idée, et puis petit à petit, le cycle se construit. Se met en route, quoi. Exactement. Et ça prend combien de temps, ce débroussaillage là? Enfin, nous, il a bien pris 6 mois Ouais. de vraiment comprendre vers quoi on pouvait aller. Non, mais comment on c'est-à-dire que pouvait tu es le quand même faire. en train de m'expliquer que vous avez démissionné, vous êtes lancé. Le concept, il n'était pas si. Non, on n'était pas très clair. Alors, quand on a vraiment eu zéro, on savait qu'on allait démarrer une activité, on savait qu'on allait commencer à rechercher des fonds, Mmh. on savait qu'on Ouais, allait t'avais- monter des systèmes qui allaient nous aider aussi.
Et puis on a pu s'inscrire aussi à Pôle emploi, ce qui est quand même la première aide qu'on a pu avoir, parce que sinon c'est très Voilà, compliqué tu as de eu se lancer. droit Exactement. au chômage ou à Ouais, des aides tout à fait. spécifiques de créateurs d'entreprises, des choses Exactement, comme ça. parce que du coup on était créateur. Ouais. Donc ça c'est quand même un des avantages et des atouts en France. On critique pas mal le sujet, mais c'est une aide quand même non négligeable pour lancer sa structure. Et tu vois, dans l'association, il y a un truc qui était clé, c'est que Charles, il a tout de suite voulu faire du chiffre d'affaires, en fait. Quel que soit le business qu'on montait, il voulait faire du chiffre d'affaires et il voulait vendre quelque chose. Et typiquement, dans le binôme, là, moi, j'aurais pas eu ce même côté-là, parce que j'étais plus sur le côté, tu vois, des émotions de créer. Oui. Lui, il était plus sur les émotions Ouais, d'encliquer quelque chose. Il n'avait pas tort, quand même. Et bien sûr, mais c'est ça. Exactement. Mais une entreprise, elle ne fonctionne que quand elle rentre de l'argent. Hein. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et en fait, ça a été salutaire. On a toujours fait du chiffre d'affaires depuis le départ, en fait. Alors, pas gros, petit, Non, mais peu importe. 10 par 10. Exactement. Et en fait, ça, c'est un vrai sujet. Et dans ton binôme, enfin dans votre binôme avec Charles, effectivement, il y a la tête et les jambes, quoi, en gros. Ouais, je ne sais pas si on... Non, mais c'est en tout cas... Il en faut un, en tout cas, qui soit conscient des réalités. Et la réalité, pour une entreprise, c'est l'économie, quand même. Ouais, si je dis autrement, il y en a un qui regarde la route du navire avec les tempêtes et il y en a un autre qui fait en sorte que le moteur il tourne, quoi. Ouais, c'est bien aussi. Et il y a des phases intellectuelles des deux côtés, des phases de run des deux côtés. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment d'avoir cette capacité de toujours encliquer quelque chose qui se vend et de toujours trouver un client et de toujours trouver des modèles. Et le premier truc que vous avez vendu, c'était quoi alors ? C'était en fait, finalement, la toute première idée, on était parti sur de la logistique pure. Mais on a construit ce qu'on appelle une marketplace, c'est-à-dire une place de marché qui permettait à des agriculteurs de poser des produits sur Internet, en gros, et de les vendre à des restaurateurs. Très en vogue en ce moment, la marketplace. Oui, voilà. Et donc nous, c'était il y a 5 ans, c'était moins sur le côté partie professionnel à professionnel, donc ce qu'on appelle le B2B. Mais donc c'était les premières étapes qui après... on bougeait sur d'autres modèles. Donc le tout premier truc. Et comment vous rentrez de l'argent là-dessus alors ? On prend une commission en fait sur la vente. Sur les ventes. Ouais, et là tout de suite, vous trouvez rapidement des clients qui sont intéressés ? Ouais, tout de suite en fait, on voit que le modèle du local est un atout et que quelque part le besoin il commence à être là. Et que la difficulté première, c'est bien cet aspect logistique, c'est-à-dire finalement la mise en relation entre l'agriculteur entre Jean-Pierre qui produit ses tomates et ses carottes, et Maurice, qui est restaurateur. Tout à fait. Peut-être des fois à 3 km, quoi. Mais... Oui, et avec en fait des difficultés juste de sortir de la ferme, d'apporter les 3 cagettes de tomates et de les livrer, quoi. Et donc ça, c'est la première brique de Promus. En fait, c'est le premier. Et justement, qui est-ce qui faisait la livraison alors ? C'est le restaurateur qui allait chercher chez le producteur ? Non, on a tout de suite organisé une logistique avec des partenaires logistiques qui étaient soit des camions, soit des vélos. On avait commencé déjà de la livraison à vélo. Ouais. Et ça a marché très vite, ça a démarré et décollé. Donc on a démarré, nous, la plateforme, on l'a codé nous-mêmes, et puis derrière, on a eu des premiers chiffres d'affaires comme ça. Bien. Donc ça a été une aventure assez folle. Ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, le modèle d'aujourd'hui est plus proche de ce modèle-là qui a été le début de Promus que... Parce qu'après, donc, vous êtes écarté un peu de ce modèle de base. En fait, tu es allé vers autre chose. Ouais, le sujet premier de la difficulté logistique, c'est les premiers kilomètres en fait aujourd'hui. C'est-à-dire de prendre un produit sortir de la ferme et de l'envoyer dans le réseau logistique national. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est exactement ce qu'on peut connaître en disant il y a 3-4 gares TGV aujourd'hui, mais il faut aller à Lyon, quoi. Ouais, tu vois, quand tu pars de Châtel, il faut d'abord que tu prennes une voiture pour aller jusqu'à Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains, tu vas prendre un TER, tu vas changer à Bellegarde. Donc, c'est très, très compliqué. Ça, c'est les premiers kilomètres. Pour autant, après, pour aller à Paris, tu as 2 heures de TGV et pour autant, tu as fait 80% de ta distance. Ouais. Et c'est exactement la même chose en logistique, en fait. C'est qu'on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des hubs de regroupement, des endroits où on va... Il faut que Marcel, il amène ses carottes. Exactement. Quoi, à un moment donné. Et Marcel, il n'a pas le temps. Et Marcel, il n'a pas le temps et en même temps, ça lui coûte très cher quand il le fait. D'accord. Ouais, donc du coup, ça enchérit le prix de la carotte. Et c'est plus viable. C'est plus viable. Et donc ça marche très bien quand on va faire du particulier. Parce que quelque part, le producteur va avoir la capacité de mettre l'équivalent de différence, de marge que toi, tu vas dans ton supermarché. Du coup, tu peux acheter final, plus cher. Pour le client, ce sera le même prix. Exactement. Et tous les intermédiaires qui ne sont pas là, du coup, c'est le producteur qui peut les récupérer. Sur le professionnel, tu enlèves 1 ou 2 intermédiaires, en fait. Donc ça, tout de suite, en termes de marge, c'est plus compliqué. Donc, tu as besoin d'avoir un système de distribution qui est différent. Et tu as surtout besoin aussi d'avoir un système
de livraison pour les professionnels qui est différent. C'est-à-dire qu'un professionnel de la restauration, il ne peut pas avoir ce qu'on appelle 5 coups de sonnette. Tu vois, il ne va pas avoir la tomate qui sonne, la viande qui sonne, le fromage qui sonne. Il ne va pas avoir 5 factures tous les jours, il va pas, etc. Donc tout ça, en fait, tu as besoin aussi de le reprocesser. Et c'est ce qui nous a amené à repenser le modèle. Et en fait, après, c'est là où on a pris peut-être une démarche un peu d'ingénieur, mais on a redécoupé tout le système et on nous dit, voilà, le premier truc, c'est la logistique. Donc, on va réinventer la logistique du premier kilomètre. Et comment tu l'as réinventé alors, cette logistique? On a innové, en fait, on a créé ce qu'on appelait la Promus Box, qui est un petit frigo d'une taille assez conséquente quand même, parce que c'est comme un conteneur maritime. Ah oui. Voilà, mais qui est autonome. Donc, c'est un mini entrepôt logistique autonome. Donc, il fait du froid tout seul? Il fait du froid. Non, alors, il est autonome dans le sens où il n'y a personne à l'intérieur. Ah oui. C'est-à-dire qu'il fait du froid quand même avec une prise de courant, mais on a fait en sorte qu'il consomme le moins possible. Oui, tout ça est... Mais pour autant, il y a besoin quand même d'avoir un petit peu d'électricité. Les producteurs en fait viennent déposer seuls leurs produits et donc notre première idée c'était de dire on va faire la boîte aux lettres du producteur, c'est-à-dire qu'on va lui proposer de rentrer ses produits avec une étiquette à destination de son client final dans la box. Donc en fait quand on regarde ce qu'on appelait tout à l'heure la supply chain, c'est-à-dire l'acte de partir d'un client et aller jusqu'à un restaurateur, il y a une phase de prise de commande. On dit, donc le restaurateur commande quelque chose. Exactement, je veux des tomates. Il y a une phase de préparation de cette commande et il y a une phase d'expédition et donc de réalisation de la commande. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti du fond de la chaîne et on a dit on va d'abord travailler la livraison. Donc on a travaillé cette livraison en mode boîte aux lettres. Donc en fait, comme si toi tu prends ton courrier, tu vas à la poste, tu le mets dans la boîte aux lettres, après tu n'as pas de connaissance de par où il va passer. Je m'en fous. Et tu t'en fous complètement du moment que ton courrier arrive. Oui. Il arrive de plus en plus. Ça, c'est le plus important. Quand on envoie un mail. Et donc, le sujet, quand on remonte, c'est de se dire, moi, je rentre dans cette Promus Box, je dépose, et derrière, j'ai fini de penser au sujet. Le producteur du produit, lui, il est tranquille. Exactement. Et donc après, quand on remonte d'un cran, on se dit il faut faire la mise en marché de ce produit, c'est-à-dire permettre à l'agriculteur d'identifier qui a besoin de ce produit-là. Donc ça a été la deuxième phase de Promus, qui a été de faire ça jusqu'à peu près le début du confinement de l'année dernière, le premier, où en fait on venait proposer ce qu'on appelle des mercuriales aux restaurateurs, c'est-à-dire en gros des listes de produits de tous nos producteurs. Digital, ça. De manière digitale. Ouais, tout ça c'est... Où les restaurateurs ont encore besoin du fax et du papier, mais le plus digitalement possible. Et on amenait ensuite le produit, donc de la même manière. Et en fait, donc ça a été notre deuxième pivot. Ce qu'on appelle les pivots, c'est quand on change de façon de vendre. Et pendant le confinement, comme tout s'est arrêté, là, on a eu quand même un gros coup de frein. Et donc, nous, ce qu'on s'est mis à faire à ce moment-là, vu qu'il n'y avait plus de professionnels du tout, dans le premier confinement, il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas de restauration collective, il y avait de la GMS, la grande distribution, mais c'était pas notre marché. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté les produits des producteurs qui avaient des produits sur les bras, on les a revendus aux particuliers. Donc, on a fait des paniers qu'on venait livrer, ça a très bien marché. Ça a marché, ça. Ouais, ça a été le monde d'après, tu sais, du premier confinement où tout le monde s'est mis... Tu te souviens de ce monde d'après? Voilà, c'est ça, exactement. Il a déjà disparu. Il a déjà disparu. Il va certainement... Il est en marche quand même, mais il a bougé d'une certaine manière. Ouais. Mais lui aussi, il a pivoté. Mais il a pivoté aussi. Mais il a pivoté quand même. Il ne s'est pas éteint. Ouais. Mais c'est intéressant ce qui, je pense, arrive. Mais le truc qui s'est passé là pour nous dans la prise de conscience, c'est de voir que tous ceux qui repensaient le monde agricole en se disant tiens, un agriculteur autour de moi, finalement, en fait, c'est lui qui fait des tomates. Ah bah oui, c'est ce que je mange. Ah oui, mais là, il n'y a pas de tomates parce qu'on est en mars. Ah, dis donc, c'est bizarre. Et ça a amené deux réflexions majeures. La première, c'est que on est quand même lié à des chaînes très longues. Oui. Et que ces chaînes très longues alimentaires se sont quand même cassées la gueule, même si ça ne s'est pas vu. Mais on a congelé des tonnes de côtes de bœuf que tu mets sur ton grill l'été en steak haché. Ouais. Donc, il faut imaginer qu'on les a passés en steak haché. Ouais. On a jeté des tonnes de produits aussi. Ça s'est très peu vu parce qu'en fait, les consommations se sont rapportées vers des produits de première nécessité. Tout le monde a mis des pâtes dans son chariot, mais donc tout le monde les a plus ou moins mangés aussi. Ouais. La farine, ça a été une catastrophe parce qu'en fait, tout s'est réorganisé de manière instantanée avec des moulins qui sont arrêtés en France, qui étaient sur des chaînes très longues, qui étaient incapables en fait de faire de la production locale. Et est né ce mot de résilience alimentaire, de réflexion de comment le territoire peut nourrir ses habitants. Qui aujourd'hui anime beaucoup plus les débats qu'il y a un an.
et en fait qui nous a fait réaliser que finalement le tissu producteur, ce qu'on pourrait appeler des producteurs qui vendent déjà aux particuliers, sont des producteurs qui s'en sortent très bien. Aujourd'hui, finalement, ils ont leur clientèle, ils ont leur capacité de faire, mais que par contre, il y a tout un volet de la production agricole qui représente plus de 90% de la terre cultivée, qui, elle, était en grosse difficulté. Et donc, c'est là qu'on a fait notre pivot actuel pour les aider, eux, et les mettre en marché, dans un premier temps localement, et ensuite avec des démarches durables, et plus tournées vers l'avenir, quoi. Et ça prend forme, ça y est, ça Oui, fonctionne. C'est vraiment quelque chose qui a... Ouais. En fait, on a décidé, ça a été un moment un petit peu particulier, mais on a sorti du premier confinement, on a continué de faire du panier aux particuliers, et on avait ouvert plusieurs options aussi de réorientation de structure. On a décidé de tout arrêter, tout ce qu'on avait en chiffre d'affaires au fin juin. On a dit on va faire un reset all, et on va réfléchir à ce qu'on fait. Ah, carrément. On se laisse. C'est dangereux quand même pour une. En fait, c'était un peu le moment où il fallait le faire. Et Charles, il a rien dit. Non, c'était un accord. Et d'ailleurs, c'était un accord avec l'équipe, parce que c'est même l'équipe qui a. Parce qu'effectivement, vous avez démarré, vous étiez 2, j'ai bien compris, dans une chambre ou je sais pas quoi. Oui, à distance. À distance. Vous êtes combien aujourd'hui chez Promus ? Là, on est 10 aujourd'hui. Ouais. En combien de temps ? On a en 4 ans. On va dire, et on pourrait être beaucoup plus si on n'avait pas été freiné pendant une bonne année. Mais on a tous été freinés, tu sais. Mais voilà, donc, mais oui, en 4 ans, ouais. C'est un bel exploit quand même. Oui, en fait, c'est intéressant de voir qu'on peut créer de la valeur aussi, et puis du coup, amener des gens dans le projet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que tu expliques, c'est-à-dire en 4 ans, tu as déjà eu combien de pivots ? 2, 3 ? Ouais, on en a eu entre 3 et je dirais même 4 en fait. Ouais, et ça reprend tout à fait ce que tu disais au départ. En fait, petit à petit, ce qui est intéressant, c'est que la vision qu'on pouvait avoir eue au départ n'était pas mauvaise. Elle n'était pas construite dans sa façon de vendre. En fait, c'est ça qui est très très paradoxal dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut avoir une très bonne idée, mais pas savoir la vendre. Et moi, j'ai eu plein d'exemples comme ça, mais c'est vraiment l'usage versus la techno. Par exemple, tu vas développer quelque chose qui, je sais pas... fait déplacer le verre tout seul, en soi c'est génial, tu peux te dire pour Star Wars, pour tout ce que tu as autour, mais en même temps si ça sert à personne, finalement tu le vendras pas. Et quand tu arrives à trouver la technologie et la mettre au service d'un usage, c'est là que quelque part tu te déroules et que tu en cliques. Ce qui a été la réussite de beaucoup de grosses structures tech qui ont eu ce qu'on appelle tech, qui sont vraiment 100% digitalisées, c'est qu'elles ont la capacité de croître et de répondre à un besoin qui est souvent un besoin on va dire aujourd'hui en marge, enfin le besoin client, il est plus d'avoir son conseiller bancaire par exemple, d'y passer des heures, tu as envie d'avoir une opération, c'est devenu simple, tu vas sur ton site internet, tu l'as fait, c'est fait quoi. Appli, exactement, mais tout ça c'est venu de startups aussi qui ont révolutionné ce monde-là la par fintech. Un usage complètement différent, exactement. La surtech, quand on voit aujourd'hui Luco qui explose en disant je vais faire de l'assurance habitation, c'est juste parce qu'en fait c'est simple, c'est transparent, c'est clair. Moi j'ai changé pour la mutuelle Alan dans ma boîte, je fais un peu de pub en même temps, mais franchement c'est un truc, c'est simple quoi. T'invites tes collaborateurs, en 1 seconde ils sont dessus, enfin, tu te rends compte que dans l'ancien monde justement tu as 3 tonnes de papier à signer, tu as un truc comme ça et on te dit bah non, faut quand même que tu le signes, donc tu as une forêt complète, enfin bon, tu as plein de trucs comme ça qui sont il y a des filières bois qui sont raisonnables quand même. Mais si on peut éviter, c'est mieux. Tu vois, un papier signé électroniquement, ça marche très bien aujourd'hui. Donc tout ça, c'est en train de bouger. Et moi, ce que je vois dans dans tous les pivots qu'on a apportés, c'est que finalement, on a repris notre vision initiale, mais on l'a complété avec tout ce qu'on avait vu du besoin, et on l'a beaucoup simplifié sur notre façon de vendre. Et en fait, aujourd'hui, on est néo-distributeur, c'est-à-dire qu'on est un nouveau distributeur. Distributeur voulant dire qu'on achète les produits aux agriculteurs et qu'on les revend. C'est toi qui les achètes. Et c'est moi qui les achète. Et tu les revends à Marcel, le restaurateur. Et en fait, tout ça, c'est au final, on fait la même chose au départ, on fait la même chose à l'arrivée, mais on a changé les acteurs avec lesquels on le faisait au départ, on a élargi les acteurs avec lesquels on le faisait à l'arrivée, et toute notre technologie au milieu est au service de ça. En fait, voilà. On n'essaye plus de vendre que de la logistique, on n'essaye plus de vendre que de la mise en marché. Nous, on vend un produit. Ce produit, il est simple, mais par contre, sa diffusion, sa livraison est plus efficace que ce qu'on aurait pu faire classiquement avec des structures en place. Et donc, dans ton modèle, il y a le mot local qui est important. Oui. Et comment est-ce qu'on fait quand on est basé à... Donc, toi, tu es à Bongy, à la Pépinière Delta. Ouais, exactement, à la Pépinière Delta. Tu es encore à la Pépinière Delta.
puisque tu es encore une jeune entreprise. Oui. Start-up. Et comment on fait quand on est basé donc à Vongy, à Thonon, pour être local partout en France? Mais en fait, c'est ça qu'il faut. Alors, il y a une grosse difficulté de définition du local aujourd'hui. Tout le monde est en train de s'écharper sur est-ce que c'est 80 km, 60, 100. Moi, je m'écharpe pas. Eh ben, faut pas, parce qu'en fait, il faut éviter cette définition de notre point de vue. Nous, ce qu'on met en avant, c'est qu'on est distributeur de produits durables. Dans le durable, il y a le local, mais pas que. Il y a la rémunération du producteur. Et ça, c'est un point clé et un point super important, parce que si on ne respecte pas celui qui produit, il va avoir du mal à faire un produit que lui-même respecte. Là tu es en train de m'expliquer que tu es en train de faire du commerce équitable en France. C'est un distributeur équitable, exactement. Non, mais... Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. Le mot est. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il faut aller voir Max Havelaar avec le café et le gringo. La Colombie. Mais on peut en faire en France, parce qu'il faudrait juste déjà commencer par là. Oui, quand même. Et c'est en fait ce que nous. Donc on reviendra sur ce côté-là. Et le sociétal, c'est de se dire que je crée de l'emploi grâce à l'agriculture. En fait, nous, c'est nos 3 axes qui nous animent. Le local, au milieu de tout ça, c'est l'axe qu'il faut qu'on accélère. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un territoire comme le Chablais, une fois qu'on aura enlevé les abricots, les pommes et le fromage, on va avoir très peu de maraîchage, on va avoir très peu de céréales. Et c'est dû à... Parce qu'en fait, historiquement, on a terroir, reconcentré des cultures, exactement. Et puis, on a finalement... Puis au foncier, peut-être on a mis un peu plus d'immobilier que de terrain agricole. Quand on voit un terrain agricole, on se dit, tiens, quel promoteur pourrait me l'acheter? Donc forcément, plus on va continuer là-dedans, plus on va écarter la capacité de produire pour le local. Et quand on regarde les statistiques, il faut quand même un petit peu de surface pour nourrir un être humain. Donc tout ça, c'est en train de bouger, mais ce qu'on appelle le local, en fait, aujourd'hui, il faut être attentif à ça, parce que si par exemple toutes les cuisines de centrales ou les collèges, etc., ici, ils disaient je vais faire du local, bon, on va manger beaucoup de fondue à la pomme, quoi. Voilà. Fondue à la pomme. Oui, parce nouvelle recette. T'as du fromage et des pommes. Non, mais c'est ça en fait qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tu vois, sur un territoire sur lequel nous on est aussi, sur les Pays de Loire, tu as énormément de maraîchage, donc c'est facile d'avoir des légumes. Beaucoup de mâches. Tu peux avoir des fraises. Le muguet aussi, le muguet. Tu as plein de choses. Ouais, ça se mange pas. Ça se mange moins, mais tu as plein de choses. D'accord. Et donc là, oui, il y a un développement donc à Nantes, là, tu dis. Et là, nous, donc, on se développe aussi en Pays de Loire pour ça. Mais c'est là où l'intérêt pour nous dans la vision et dans la résilience, c'est justement de faire comprendre à des territoires comme le Chablais qu'il faut réinvestir sur l'agriculture. Il faut faire venir des agriculteurs, des jeunes agriculteurs. Il y en a plein qui veulent se lancer, qui veulent avoir des aides. Il faut un accès au foncier qui soit facilité. Et après, derrière, c'est exactement la même chose. Tu vois, on dit pépinière. Pourquoi on a appelé ça une pépinière? Parce qu'à la base, une pépinière, ça fait pousser. Donc aujourd'hui, c'est bien, on fait pousser des boîtes de teck, mais demain, il faut faire des pépinières qui fassent vraiment pousser des fruits et des légumes, qui fassent de l'élevage responsable, etc. Et comment tu le fais passer ton message auprès des gens qui sont en capacité de décider, du coup? Je trouve que ça commence petit à petit à venir. Tu vois, là, je vois qu'il y a des animations sur le climat, sur la fresque du climat, il y a des choses comme ça qui commencent à venir. Il faut éduquer, en fait. Il faut éduquer, parce que moi, je me rappelle d'une réunion où je me suis retrouvé pour une cuisine centrale avec des élus ils n'étaient pas dans la ligne de pensée. Enfin, je veux dire, ils étaient un peu plus vieux que moi, on va le dire comme ça. Ils avaient un grand écran de 18 pouces posé sur un ordinateur portable. Et quand je leur parlais, la seule chose qu'ils m'expliquaient, c'était le centime du prix de la viande qui allait augmenter et qui, donc, du coup, allait faire 1 centime de plus sur la part matière. Et là, c'était le drame. Et moi, ils étaient encore dans un... Mais ils sont encore. C'est pas qu'ils étaient encore, c'est qu'ils sont encore. D'accord. Et moi, c'est ça pour moi le plus gros danger, c'est que moi, j'ai levé le doigt en disant, je suis moi, papa, et si vous me demandez à moi en tant que parent, si pour 1 centime de plus mon enfant peut mieux manger, je vais vous dire oui. Si pour 10 centimes il peut mieux manger, je vais vous dire oui. Et certainement pour 1 euro ou même 2 euros, je vais vous dire oui aussi. Et en fait, il faut poser la question aux consommateurs utilisateurs, mais les éduquer et leur expliquer ce que ça veut dire le manger sain, rémunérer l'agriculteur, etc. Aujourd'hui, on n'a que des clivages, tu vois. On oppose tout de suite le bio, pas le bio. L'agriculteur qui commence à sortir son tracteur, on se dit tout de suite, oh là là, il va me mettre du pesticide sur la tronche. Pas forcément. Enfin, je veux dire, il y a tout ça. Il peut emmener aussi son lisier au méthaniseur. Et puis, il a peut-être déjà fait énormément d'efforts pour les réduire. Et puis, c'est peut-être pas forcément évident pour lui de changer parce qu'il a été formé à l'école de la chimie plus qu'à l'école de l'agriculture. Enfin, il faut comprendre aussi que tout ce monde-là, et je vous invite à voir Nous Paysans qui est passé là sur France 2 ou France... Nous Paysans. Nous Paysans, c'était un reportage qui a été diffusé. C'est un film. Ouais, c'est un film. Film documentaire, mais c'est un film. C'est super intéressant de comprendre l'histoire de l'agriculture parce qu'en fait, on comprend mieux pourquoi on en est là et qu'est-ce qui fait qu'on doit changer maintenant
et que finalement, celui qui fera changer les choses, c'est le consommateur par sa décision. C'est pour ça qu'en fait, si les parents disent aux élus, moi, je veux payer plus cher, ou je veux que vous réfléchissiez autrement dans le budget... Oui, mais pas payer plus cher pour payer plus cher. Pas payer plus cher pour payer plus cher, je pense que c'est une question. Mais c'est pas forcément que payer plus cher, parce que je suis aussi conscient que tout le monde ne peut pas avoir les moyens. Mais en même temps, quand on voit que la part de l'alimentation elle s'est complètement effondrée, écroulée dans notre budget, forcément, il va falloir repenser ça. Au bénéfice justement de la tech, finalement. Au bénéfice de la tech, au bénéfice des loisirs, de plein d'autres choses, qui peut être très bien, mais qui aujourd'hui repose vraiment question. Mais là, la vraie question que tu poses, c'est qu'est-ce que ça dit d'une société qui consacre si peu d'argent à se nourrir? Oui, et qu'est-ce que ça dit? Enfin, ça pose énormément de points, l'agriculture. En fait, on ne s'en rend pas compte parce que aujourd'hui, tout est facile en fait, tu vois. Tu veux un nuggets de poulet, tu vas trouver ton nuggets de poulet. Enfin, il y a personne qui va se poser la question. Si tu remontes 40 ans en arrière, c'était pas possible. Je dis pas qu'il faut revenir en arrière, mais je pense que dans la façon de penser la nourriture, l'approche du volume de consommation, ce qu'on jette aussi, tu vois, le gaspillage alimentaire, ça c'est des vrais sujets. Quand tu nourris tes enfants à la cantine avec des produits qui ne sont pas bons, que tu n'as pas payé très cher mais qui ne sont pas bons, s'ils en jettent 40%, tu as acheté 40% de trop. Oui, et donc tu as payé trop cher. Donc si tu achètes 20% de plus et qu'ils mangent tout, tu as gagné 20%. C'est comme ça en fait qu'il faut raisonner. Oui, tu vois. Non mais c'est un vrai sujet de fond. Moi je discutais avec, on livre les chantiers de l'Atlantique, tu sais ceux qui font les gros bateaux là, à Saint-Nazaire. On discutait avec le chef, il nous disait qu'il avait besoin d'expliquer aux acheteurs de son groupe de restauration que la viande qui faisait 500 km ou 1000 km pour venir à la limite que de France, ça n'avait pas le même goût que la viande qui faisait 5000 km pour venir de très loin. Et pourtant, c'est ça les circuits alimentaires aujourd'hui. Oui, d'accord. Donc cette viande, pourquoi elle est pas bonne? Parce qu'elle va perdre 20 ou 30% d'eau. Donc à poids équivalent, tu as de l'eau, c'est très bien, mais c'est pas de la viande, l'eau. Non. Donc tout ça, en fait que dans la façon de repenser nos chaînes, dans la façon de permettre à nos agriculteurs, déjà en France et ensuite en Europe, de travailler correctement, parce qu'ils en ont envie, mais de leur permettre de le faire, en fait, on va vraiment pouvoir faire évoluer les choses. Et ça, là, le consommateur a une vraie carte à jouer. Donc là, il y a un vrai engagement. Là. Ah oui, complètement. Du coup, moi, je m'en suis rendu compte en changeant des habitudes alimentaires à la maison. Du genre en fait, d'acheter beaucoup plus en conscience du bio, de manger moins de viande, de repenser le modèle de céréales, légumineuses, légumes. Ça, tu vois, je ne l'ai pas appris tout seul. C'est ma femme qui était déjà très versée là-dedans et qui m'a appris tout ça. Mais c'est très logique, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont très logiques. Et en fait, c'est ça qui est fou dans l'alimentation. C'est que quand tu tires le trait, tu touches à l'environnement, parce que c'est quand même une grosse partie des émissions de gaz à effet de serre. Tu vas toucher au bien-être des populations, parce qu'en fait, elles vont se repenser dans un modèle qui est beaucoup plus en lien avec ceux qui vont la nourrir, donc les agriculteurs autour, plus durable. Et tu vas toucher la santé. Oui. Parce que en fait, c'est là où tu te rends compte que tout ce qui rentre dans ton corps fait ce que toi tu es demain. Donc les perturbateurs endocriniens, les cancers, tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et ça, il y a une raison. Oui, c'est pour ça que il y a plein d'études. Il y a un livre super intéressant qui s'appelle Le rapport Campbell qui te montre comment la Chine rurale, qui est devenue la Chine urbaine, a augmenté son taux de cancer juste parce qu'elle s'est mise à manger comme nous. Tu vois. Et en fait, c'est ça. Suivre le mauvais exemple. Oui, mais c'est ça qui est fou, parce que quand tu regardes, en fait, ce qui fait du mal à la planète fait du mal aux humains d'une manière ou d'une autre. Donc tout cet équilibre-là, je dis pas qu'il faut arrêter de manger de la viande. Je suis pas du tout quelqu'un qui veut, tu vois, qui coupe tout et qui est ayatollah. Une bonne côte de bœuf de temps à autre. J'en ai mangé une dimanche, tu vois, donc tout va bien. T'es heureux. Mais oui. Mais par contre, faut la repenser à un moment entre guillemets festif et puis ça sort de tous les débats, ce qu'on a vu sur Lyon où tout le monde s'est énervé parce que le maire a dit moi je vais arrêter la viande, etc. En fait, tout ça, ça anime un débat public, mais en même temps, la vraie question à se poser, c'est comment on fait en sorte qu'on redonne du pouvoir de vendre à nos agriculteurs, du pouvoir de faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que sincèrement, ils ont des bonnes idées, ils ont des très bonnes idées pour faire différemment. Il faut juste qu'on leur laisse le choix et qu'on leur laisse la possibilité d'en vivre. Et ça, c'est notre combat à nous. Mais le truc, c'est que le changement que tu appelles de tes voeux et auquel j'adhère, parce que moi, je veux vivre longtemps en bonne santé et tout ça, ça me plaît bien, moi, comme idée. C'est bien, il y a déjà, ça discute. Ça ne pourra pas se passer d'un claquement de doigts. Enfin, tu es conscient de ça? J'en suis conscient, c'est un temps long. On est parti dans un marathon, on n'est pas parti dans quelque chose qui est qui va se faire court terme.
Moins. Mais je fais... ouais, c'est au bout d'un moment, ça me gonfle les 15 km. Mais non, mais par contre, oui, c'est un vrai marathon. Mais c'est un marathon d'éducation, tu vois. C'est de réexpliquer aux enfants déjà Ça aujourd'hui. part de la base. Ça part de la base, mais c'est ce qui se passe. Et ce qui va, à mon avis, être le plus gros changement qu'on va avoir, c'est les générations qui ont 10-12 ans aujourd'hui. Tu vois, même plus que celles qui sont ados maintenant. Là, elles rentrent dans une conscience du côté déchets, du côté ressources de la planète, je trouve, qui est intéressante. Ce que tu nous expliques, c'est que tout est lié. Et je le disais tout à l'heure, il y a très longtemps, au tout début, voilà, économie circulaire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau. Tu viens de donner plein de clés, là, quand même, sur qu'est-ce que tout un chacun peut faire déjà à son niveau. Déjà se prendre en main. Exactement. Peut-être réorienter son alimentation, peut-être faire plus de vélo. Parce que toi, ce matin, tu es venu à vélo. Exactement. Bravo. Mais tu vois, je suis le seul à l'école. Enfin, je crois qu'il y a 2 par an. On est 2 à avoir un vélo. Oui, mais bon. Mais c'est déjà le début. C'est un début. Mais ça fait partie des choses qu'on doit imaginer. Tu vois, par exemple, un truc tout bête. On peut couper son moteur sur un parking. Ah oui. Ou on peut rouler en voiture électrique. On peut rouler en voiture électrique. Ça te plaît, ça te plaît pas? Si, parce que moi ça me plaît dans le sens où il faut pareil, il faut repenser son modèle de consommation. Je pense qu'il n'y a pas de sujet à se dire il faut arrêter ou être contre ou quoi que ce soit. Il faut limiter, il faut réduire. De toute façon, tu peux pas penser autrement parce que à nouveau, tu as une planète, enfin c'est pas compliqué à comprendre, je veux dire, tu as un bocal, tu vois, tu mets des petits cailloux dedans, les êtres humains. Hein, au bout d'un moment, le bocal il est fini et le truc il déborde. C'est pas les êtres humains qui vont déborder, c'est les ressources qu'on va avoir pour nourrir ces êtres humains-là. Et c'est ça en fait qu'il faut juste intuiter, c'est que de toute façon, il va falloir aussi s'organiser pour ça. Et là, aujourd'hui, dans les voitures électriques, dans les vélos, dans tout ça, il y a des nouvelles façons d'être en mobilité. Avec un vélo électrique, tu prends une chariote, enfin un petit truc derrière, tu mets des enfants. Ou des légumes. Ou des légumes, si tu veux aller chercher, ou ton chien, si tu veux le promener. Tout ça est envisageable, en fait, aujourd'hui. Il faut juste commencer, en fait. Le plus dur, c'est ouvrir un peu son esprit, se renseigner, et voir ce qu'on peut déjà faire chacun. C'est le colibri. Comment je trie mes déchets, par Exactement. exemple. Déjà, il y a des bacs jaunes, il y a des bacs... Nous, dans notre immeuble de bureau, il n'y a que nous qui mettons les bons produits dans les bons bacs, par exemple. Je dis ça, c'est pour mes voisines, si vous nous écoutez. Non, mais chacun est responsable, finalement, c'est ça. Mais bien sûr. De ses actes. Exactement. Parce qu'on peut toujours crier, oui, c'est la faute des uns, c'est la faute des autres. Oui, et puis on peut toujours attendre que le législateur fasse tout. Mais à un moment donné... On peut déjà commencer par soi. Exactement. On peut commencer par soi et le législateur, il fera ce qu'il faut. Il a commencé à le faire. On recevait à ta place, la semaine dernière, notre député de la 5e circonscription du Chablais, qui nous a bien précisé que le temps du législateur, c'était un temps long, voire très long. Donc la population peut aussi se prendre en main à un moment donné, quoi. Et c'est un temps un peu... Enfin, pour moi, ça peut être en suivi, en réaction. C'est rarement en anticipation, en fait, dans ce qu'on voit. C'est un autre débat. Mais dans ce cadre-là, c'est pour ça que quand on voit, en fait, ce qu'on a aujourd'hui, il faut nous anticiper. Le sujet climatique, il est d'anticiper. Il n'est pas tellement de réagir quand le problème il sera là. Il est aujourd'hui de ralentir, parce que déjà, on est en réaction. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire de la grenouille dans le bocal qui chauffe aussi. Tu vois, c'est pareil. Mais en fait, je pense que moi, j'en ai cette conscience. On fait Promus pour ça. Les jeunes qui sont avec nous et les moins jeunes qui sont avec nous, aussi dans Promus, tu vois, les gens qu'on recrute et qui font des candidatures spontanées. T'as des gens qui ont 20 ans de boîte et qui sortent et qui viennent chez nous, alors qu'on part dans une structure qui ne peut pas leur garantir que demain sera le même qu'aujourd'hui. Quoi. Non, parce que déjà, il y a eu pas mal de switch. Exactement. Et en fait, ils viennent. Et ça va continuer. Et ça va continuer, mais ils viennent. Parce que tu seras où, toi, dans 10 ans ? Dans 10 ans, j'espère qu'en fait, vraiment, on aura aidé les agriculteurs à se repenser. À se repenser. Ils sont en train de se repenser, de les aider à accélérer ça, en leur permettant d'en vivre décemment et en leur permettant d'être plus en biodiversité, dans le respect de l'autre, dans la capacité de... Mais ça aussi, ça va infuser dans ces jeunes générations d'agriculteurs. Oui, tout à fait. C'est pour ça que les 10 prochaines années, ça va s'accélérer. Puis elles sont clés. Il y a des nouvelles écoles qui arrivent, elles sont clés. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle la Ferme Digitale, qui regroupe des startups du monde agricole et de ce qu'on appelle l'AgTech, c'est-à-dire l'agriculture technologique. Ouais. Il y a plein d'innovations. Il y a une iPhone qui en fait partie aussi, qui a la pépinière. iPhone, qui est une société qui dépollue les sols. Exactement. Avec du vivant, avec du champignon. Avec du champignon. Donc aujourd'hui, ils ont dans un certain modèle. Si tu les amènes sur l'agriculture, la capacité de renouer un sol plus fertile. Il se passe beaucoup de choses. Est clé. Et donc tout ça, c'est hyper engageant en fait. C'est ça qui nous donne la niaque. En tout cas, moi qui me donne la niaque d'avancer, parce que ça permet de voir que demain n'est pas un avenir morose que ça, penser plus le vélo. Et plus le vélo, exactement, toujours. Antoine, j'étais ravi de te recevoir aujourd'hui. Et je peux te dire une chose, tu as beaucoup progressé en pitch. Merci beaucoup.
Merci. Merci.